Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis Enet Moutamba, professeur de droit, et j'ai tout le plaisir de vous entretenir aujourd'hui sur mes travaux de recherche qui continuent encore, et cette conférence, je vous l'offre dans le sens de faire un exposé du point que j'ai atteint actuellement dans mes recherches. Et je suis particulièrement heureux de devoir vous servir cette chose en collaboration avec la professeure Noumosa Makoubou. Et vous comprendrez bien pourquoi est-ce que cela se passe ainsi. Parce que quand je commence à faire mes recherches en droit à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, tout de suite il s'était manifesté dans ma dynamique une forte tendance à mêler à mon droit tous les arts, la chorégraphie, la musique, la peinture, l'écriture, la poésie, le théâtre, le cinéma, tout ça. Et je mêlais ça à mon droit. Au point où, lorsque je fais ma première thèse de doctorat, que je passe à Paris 1, là c'est une thèse que j'avais faite selon les normes universitaires, selon la contrainte que faisait peser sur moi le monde universitaire, mais je m'étais senti l'obligation de devoir faire une deuxième thèse de doctorat selon mes propres convictions en tant qu'Africain et qui aurait quelque chose à apporter au monde scientifique. Et c'est comme ça que là, je me suis vraiment pleinement livré à servir à la communauté scientifique, un travail dans lequel je faisais un mélange du droit et des arts, parce que je suis absolument convaincu que le droit est essentiellement un art. Et pour ce faire, et c'est pour ça que je vous dis que ma rencontre avec la professeure Oumoza est absolument quelque chose de fabuleux. Parce que quand je fais ma deuxième thèse de doctorat à l'Université libre de Bruxelles, je rencontre justement le directeur du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, à qui j'offre un exemplaire de ma thèse qui le parcourt et qui me dit, mais en fait, mais c'est quoi cette manière de faire le droit? Vous mélangez et les arts et le droit. Il dit que c'est la même chose. Et c'est comme ça que le directeur du Palais des Beaux-Arts écrira à l'Université libre de Bruxelles ce courrier dont je vous donne un peu rapidement la teneur. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 16 septembre 2011. Écrit à M. Patrick Gaufo, président du collège doctoral, faculté de droit de l'ULB, ainsi de suite. Monsieur, je sous-signé, directeur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, confirme que je serai ravi de participer en tant que membre externe au jury de soutenance de la thèse de M. Enet Moutamba. Je souligne également l'intérêt du Palais des Beaux-Arts à explorer des pistes de collaboration avec la faculté de droit de l'ULB sur toute recherche qui porterait sur les relations entre le droit et l'art, tel que procède M. Enet Moutamba, par l'établissement d'une correspondance des modélisations algébriques, géométriques, anthropologiques et métaphysiques dans le discours juridique, affectant à cette étude un ton avant-gardiste certain. Et là, tout était dit, de sorte que lorsque ce courrier arrive à mon jury de soutenance de thèse, qui avait déjà préparé la soutenance en question, mais se trouve surpris de manière à ce que le jury me renvoie ce courrier-ci où il est dit, je vous donne tout simplement l'élément qui nous intéresse ici, il est dit, parce que
Le courrier est signé du président du collège du doctorat et de la doyenne de la faculté de droit, disant ceci: plusieurs collègues, y compris émérites, donc les enseignants au rang magistral le plus élevé, ont été contactés. Tous se sont cependant déclarés dans l'impossibilité de poser une telle appréciation, votre sujet échappant à leur expertise académique. Ils venaient de reconnaître là qu'en fait, un Africain, un juriste, était beaucoup plus capé que eux tous. Parce qu'ils ajoutent: ceci n'emporte bien entendu aucune remise en cause de la validité ou de la pertinence de vos écrits. Il s'agit là de la simple application de nos textes. Donc, ce courrier vient de consacrer absolument que, pour une fois, un Africain se retrouve à Bruxelles, capitale de l'Europe, et je l'avais fait sciemment à Bruxelles, parce que je voulais confronter ma perception du droit avec la perception européenne du droit. Or là, les Européens venaient de consacrer effectivement que, écoutez, ma perception était plus avant-gardiste que la leur, et que s'ils acceptaient la soutenance d'un tel travail dans l'enceinte de l'ULB, ce serait consacrer un Africain comme patron du droit européen à Bruxelles, capitale de l'Europe. Ça, ils ne pouvaient pas accepter. Bon, le tour était joué de toute façon. Moi, je considérais que ma thèse est dans ma deuxième thèse de doctorat, et dans la poche, et que je devais continuer mon chemin. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi mes travaux, et j'ai réalisé en 2015 une exposition inédite, Art et droit à Douala. Et vous comprendrez plus tard pourquoi à Douala. Et dans ce travail, je devais organiser une rencontre entre, d'une part, en fait, faire de l'intertextualité entre, d'une part, le texte ethnologique, le texte de la loi mosaïque avec ses règles et ses préceptes, le texte de persécution confronté aux mathématiques. Alors, ça fait quoi? Ça fait que sur un temps, parce que cette exposition était faite sur un parcours en spirale, je vous dirai plus tard pourquoi en spirale. Sur un temps, j'ai d'abord les œuvres d'art qui correspondent au texte ethnologique, au texte de la loi mosaïque avec ses règles et ses préceptes, donc au droit, et enfin au texte de la persécution. Et en face, je mets la formulation mathématique de ce que j'ai mis sur un premier plan, je le mets en face, et tout ça sur 12 tableaux qui se suivent, et les 12 tableaux étaient essentiellement composés de... Le premier tableau, c'était Aphrodite, dite Vénus d'Arles. Le deuxième tableau, c'est Élisabeth d'Autriche, de François Clouet. Le troisième tableau, c'était Moïse de Michel-Ange. Le quatrième, Naissance de Vénus de Sandro Botticelli. Le cinquième tableau, La Sainte Famille de Michel-Ange. Le sixième, La dernière scène de Léonard de Vinci. Le septième, La crucifixion de Raphaël. Le huitième, Le Lacoun, copie de Bandinelli d'après l'original grec. Le neuvième tableau, c'était Les 4 saisons de Giuseppe Arcemboldo. Le dixième tableau, c'était David et Goliath de Le Caravage, c'est mon préféré. Le 11e, c'était La Madeleine pénitente de Georges de Latour. Et le 12e, c'était Job raillé par sa femme, ou Le prisonnier de Georges de Latour de nouveau. Et vous voyez, il y avait 12 tableaux d'un côté qui correspondaient, comme c'est connu de tout le monde, que le droit est d'origine judéo-chrétienne. Alors en face, je mettais, ça correspondait plutôt à Pierre, à André, à Jacques, à Jean, à Philippe, à Barthélemy, à Thomas, à Matthieu, à Jacques, à Thaddée, à Simon et à Paul. Donc les 12 tableaux correspondent aux 12 apôtres de Jésus-Christ. Alors, et là, tout cela tourne de manière à finir sur un point focal
j'arrive à Douala, la première station, donc là je me retrouve en plein au Cameroun, et ensuite à Yaoundé, et enfin à Maroua. Alors les gens me demandent souvent, mais pourquoi avoir pris des tableaux d'artistes européens, occidentaux et autres? Et pourquoi avoir pris les apôtres de Jésus-Christ et tout ça? Ma démarche pour moi en cette matière-là consistait à démontrer qu'en fait, tout ce qui est ailleurs dans le monde, de par le monde, tout autour de nous, peut être conçu et structuré de manière à tout ramener à l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Là, c'est désormais incontestable. Et moi, je voulais le faire d'une manière rigoureusement scientifique, à partir de ma démarche de juriste, en y mêlant les arts, bien sûr. Donc, j'arrive finalement, où je finis par le Cameroun, Douala, Yaoundé et Maroua. Le Cameroun, pourquoi? Le Cameroun parce que c'est de nouveau Cheikh Anta Diop qui avait dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Et moi, j'ajoute, je dis toujours que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, et si le Cameroun est l'Afrique en miniature, si on s'arrête là, on s'est très vite arrêté. On devrait aller jusqu'au bout de la logique, qui voudrait que si le Cameroun a pris toutes les qualités de l'Afrique, il est normal que le Cameroun puisse aussi prendre la qualité d'être le berceau de l'humanité que porte l'Afrique. Et c'est comme ça que je ramène tout au Cameroun, et je démontre que le Cameroun est le berceau de l'humanité. Le même Cheikh Anta Diop dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature, mais il avait quand même situé le berceau de l'humanité dans le triangle situé entre l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. Bon, moi je suis un peu plus précis que le professeur Cheikh Anta Diop, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection d'ailleurs, et moi je situe de manière très précise et très imagée le berceau de l'humanité au Cameroun, parce que le Cameroun est le seul pays au monde, et je pèse bien le mot, le seul pays au monde qui soit structuré comme il est structuré. C'est d'abord un triangle, comme la pyramide, avec la pierre de fête au-dessus d'un. De deux, le Cameroun est le seul, et dans ces conditions-là, étant structuré comme une pyramide, le Cameroun a 4 faces ou 4 aires culturelles qui ressemblent aux 4 façades de la pyramide. 2. 3. Le Cameroun a sa date la date de la fête nationale le 20 mai 72, 20 05 72. Or, je vais vous le démontrer tout à l'heure, quand vous analysez cette date-là, c'est en fait un code à la fois géométrique et mathématique pour démontrer effectivement que c'est le Cameroun qui est le berceau de l'humanité. Bien sûr, je m'entends souvent dire que oui, mais où est-ce qu'on a retrouvé les vestiges historiques au Cameroun? Je dis, pour ma part, les vestiges ne me servent pas à grand-chose, parce que depuis qu'on a commencé avec la découverte des restes de Lucie en Éthiopie, entre-temps, on a trouvé ailleurs des vestiges beaucoup plus anciens. On a trouvé l'homme de Toumani au Tchad, on a trouvé l'homme du Gabon, on a même retrouvé des restes très vieux quelque part ici en Afrique du Sud. Or, moi je procède selon un calcul mathématique bien rigoureux qui démontre en fait que les mathématiques sont précises et elles resteront telles jusqu'à ce que quelqu'un d'autre viendra me prouver que je me suis bourré. Mais entre-temps, écoutez, vous allez circuler avec vos vestiges, vous allez toujours en trouver un peu plus vieux par-ci ou par-là, alors que moi, mon calcul reste stable et permanent. Une autre chose, le Cameroun
avec son point Douala, parce que c'est le point axial pour moi, je commence toute ma démonstration à partir de Douala. Douala n'est pas un mot camerounais. Douala procède des scientifiques arabes qui, et ça c'est le savant sociologue tunisien Ibn Khaldoun qui le démontre dans l'encyclopédie universelle, il démontre comment est-ce que des mathématiciens arabes, parce que les mathématiques sont d'origine arabe, sont partis du golfe arabique et allant à la recherche du point de l'humanité ou du point du globe d'où serait partie la culture humaine. Et c'est comme ça que parti du golfe arabique, ils descendent, suivant les calculs qu'ils avaient, ils descendent jusqu'ici, au Cap, où je me trouve aujourd'hui pour vous parler, et à partir du Cap, ils remontent jusque dans le golfe de Guinée. Et quand ils arrivent dans le golfe de Guinée, ils s'exclament, nous sommes arrivés à Douala, qui veut dire en arabe, Dou veut dire cité et Allah Dieu. Donc nous sommes arrivés à la cité de Dieu. Bon, moi je suis parti justement de cette assertion-là pour faire une démarche en sens inverse. Désormais par un calcul qui m'est propre et que je vais vous démontrer là. C'est comme ça que je suis allé en sens inverse pour reconstituer et c'est comme ça que je me retrouve étant capable de tracer une spirale logarithmique sur le triangle camerounais de manière à ce que l'ensemble du triangle camerounais que je ramène à un triangle de 72 degrés auquel j'applique les mathématiques de Benoît Mandelbrot, les fractales, cela me donne effectivement un triangle de 72 degrés, le disais-je, mais qui comporte effectivement les autres éléments que vous pouvez remarquer dans la date de la fête nationale, le 20 mai 72, je vais vous le démontrer là, qui fait en fait, c'est là que j'arrive à décoder la date de la fête nationale du Cameroun de 20 mai 72, donc ayant procédé en sens inverse de la démarche qu'avaient fait les scientifiques arabes. Or, c'est tout ça, donc, après, effectivement, l'exposition inédite Art et Droit, j'ai pris tous ces éléments-là pour les structurer dans un jeu de société que j'appelle le roi sacré africain, le premier jeu de société africain moderne, un jeu pour 6 joueurs avec 66 cartes, 1 dé et 12 bonhommes. Pourquoi le roi sacré? Tout simplement parce que le phénomène de la royauté sacrée est à la base de la fondation de toutes les communautés ici en Afrique. Et ça reste le phénomène anthropologique le plus marquant de cette Afrique, phénomène qu'on a essayé d'éteindre par tous les moyens, la colonisation, la traite négrière et j'en passe, mais tout cela n'a pas éteint ça. Donc, l'Afrique devra alors renaître sur sa propre culture, parce qu'aucun pays, aucun continent ne peut se développer sur la base de la culture des autres. Donc l'Afrique a sa propre culture sur laquelle elle peut se fonder et être fière d'elle-même et n'avoir rien à envier aux autres. On a tout et puis voilà. Bon, enfin, ça veut dire quoi? Si vous voulez voir un Africain qui est fier d'être africain, eh bien, me voici. Donc, si c'était à refaire, je referais la même chose. Donc, c'est ça. Et ce jeu-là est fin prêt. Et c'est un jeu qui peut à la fois se jouer en jeu physique, avec les 6 joueurs, mais c'est aussi un jeu qui peut se transférer sur les supports électroniques, les smartphones et autres, mais un jeu qui peut aussi se mettre dans les réseaux sociaux. Les 6 joueurs peuvent se retrouver dans 6 pays différents et jouer ensemble. Donc c'est là ce vaste programme auquel je voudrais convier tout le monde, parce que pour tous ceux qui sont amoureux de la renaissance de cette Afrique, eh bien, vous êtes invités.
Alors, nous continuons. Là, je vais faire la démonstration avec des éléments que voici. C'est toujours partant de ma démarche de juriste. J'ai observé que le monde est terriblement violent. La violence est partout. Vous prenez un avion, vous priez le ciel pour arriver à destination, parce que vous ne savez pas. Ou c'est un con, ou c'est un forcené qui sort avec une arme, ou c'est n'importe quoi. Vous êtes dans une salle de classe, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver. Un étudiant peut sortir avec une arme à feu. Enfin, on voit ça couramment aux États-Unis. Dans la rue, ici en Afrique du Sud, on est toujours, dès que quelqu'un vous approche, vous avez peur, parce que vous ne savez pas. Mais la violence est partout, en France, en Belgique, en Allemagne, au Guatemala, en Colombie, partout, violence. Et moi, ça me terrorise, et ma question était de savoir, moi, en tant que juriste, qu'est-ce que je peux offrir au monde et qui peut relever d'une proposition africaine à la question de la violence? Parce que nos politiques actuelles ont échoué, disons-le clairement, ils ont vraiment échoué. Encore pire, les scientifiques africains qui souffrent de la diplomite, c'est toujours brandir les diplômes, mais jamais proposer. Bref, je voulais proposer ma solution à moi à la question de la violence. Et ma solution ne pouvait partir que d'une démarche scientifique, personnelle, que j'entends rechercher au sein de la société africaine. Je vois à la consécration, par exemple, du roi, à l'intronisation du roi, celui-ci est toujours conduit à son trône sur un mode qui s'apparente à de l'immolation. Pourquoi est-ce que le roi exécutant ou subissant l'intronisation doit être un roi sacrifié? Pourquoi est-ce que le roi, dans nos communautés traditionnelles, la royauté royale est toujours apparentée aux criminels incestueux et autres qui commettent les méfaits les plus graves et on doit. Or, c'est justement là, vous avez ce parallèle-là à tracer entre le roi africain et Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ qui monte à la croix, mais c'est vraiment ça, qui monte à Golgotha, c'est vraiment la typification qu'on retrouve dans les communautés africaines du roi africain qui va être intronisé, il va toujours à la mort. Ok. Donc il y a ce parallèle-là. Le roi africain qui va être intronisé, Jésus-Christ qui est sur le chemin de Golgotha, ils vont vers la mort, l'un et l'autre, avec ceci que Jésus-Christ ressuscite. Bon, le roi sacré, on s'arrange à imaginer que, bon, le roi n'est jamais mort, même quand il est mort, et puis vive le roi. Donc il y a quand même une idée d'immortalité, d'éternité sous-jacente à la philosophie africaine. Donc, il est dans la communauté africaine introniser le roi de manière à chasser la violence de la communauté, à la tenir hors de la communauté. Bon, c'est vrai que ça fait appel à des éléments d'ordre religieux, mais désormais, c'est le savant sociologue français Émile Durkheim qui le dit, que le 21e siècle sera un siècle essentiellement religieux, avec le phénomène de la violence qui monte là, parce que le religieux est essentiellement violent. Donc, c'est dans tous ces éléments-là que j'ai essayé de rechercher ma solution à moi, et j'ai découvert que dans la pensée pré-sacrificielle, la pensée qui précède la nôtre, donc la pensée pré-sacrificielle, qui est la pensée indifférenciée, on n'y trouve aucun germe de violence. Alors, c'est dans cette pensée-là
que je suis allé puiser des éléments pour construire tout ce que je vais vous montrer. Et c'est y étant que je me suis rendu compte, comme le dit saint Thomas d'Aquin, que les choses qui sont dotées de proportions correctes réjouissent les sens. Dans la nature, là, la beauté, on n'a pas besoin de vous l'expliquer. N'importe qui rend, paf, c'est beau, paf, c'est beau, paf, c'est beau. Mais d'où vient-il que dans la même société, on a à la fois et le beau et le laid? Il y a un problème. Parce que dans ce monde-là, il devrait normalement n'y avoir que le beau. Or, le beau, tel qu'on peut le voir ici, c'est le beau qui procède de la pensée pré-sacrificielle, qui n'est pas notre pensée. Notre pensée est différenciatrice. C'est celle-là qui cause des problèmes, beaucoup de problèmes. Donc il faut quitter de cette pensée-là pour entrer dans la pensée indifférenciée. Bon, là c'est la maquette du jeu. Un carré avec un cercle. Déjà là, vous avez les éléments annonciateurs, la quadrature du cercle de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. C'est toujours ça, la recherche de l'équilibre. Et là, c'est un palais royal à Douala, le pharmacos africain à Douala, voilà. Le palais royal, le pharmacos africain et l'homme universel à Yaoundé avec cette spirale logarithmique. Et ce roi-là avait été pendu haut et court par les Allemands à Douala. La violence. Et quand les Allemands avaient pendu ce roi-là, ils les avaient maudits. On n'a pas dit que l'Allemagne, première puissance économique de l'Europe, mais la malédiction est là parce que c'est cette puissance-là qui avait produit certaines personnalités que je ne voudrais pas citer ici. Bon, alors, c'est ce pharmacos africain qui est un être conçu comme le roi incestueux, le roi qui fait mal, mais le roi qui fait aussi du bien. Donc c'est en fait le résumé de notre monde, où tout est là. Or, il faut effectivement partir de là pour échapper à la violence, au mal, et pouvoir monter ici. Or, vous arrivez ici, vous avez cet homme universel, et vous verrez qu'il porte 5 enfants. Le 5e est bien caché dans son dos, le 5e. Et dans tous les arts, et la professeure Makoubou ne me démentira pas, on représente toujours les enfants avec leur mère. Généralement, c'est comme ça dans les arts. Les enfants sont toujours avec leur mère. Or, voici ici, c'est un homme avec les enfants. C'est bizarre. Tout de suite, attends. Moi, personnellement, je vais interroger, mais pourquoi le père avec les enfants? Où est la mère? On va chercher la mère ensemble. Or, à partir de là, vous remarquez sur la façade ouest du continent africain, vous allez vers les États-Unis, vous trouvez quelqu'un aussi qui a le même flambeau à la main, le même flambeau, qui le tient comme ça. Et curieusement, cette fois-là, c'est une femme. Et cette femme-là, à l'opposé de cet homme est assis. Ça veut dire qu'il est chez lui. Il est assis, il est chez lui. Or, lui, il est assis, mais la femme qui est à Manhattan est debout, avec le même flambeau dans la main, en train de marcher comme pour dire qu'elle va rejoindre le mari qui a des enfants. Et c'est quand cette femme-là rejoint son mari avec tous les enfants, c'est là que la communauté humaine se retrouve et par conséquent, on peut revoir cette spirale
se constituer. Et que tout est réuni. Comme bibliquement aussi, on en parle, la rencontre invisible de l'épouse et de l'époux. L'époux, mais l'époux qui est céleste. En fait, Dieu le Père. Donc, c'est ça. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont organisés dans ce jeu de manière à réunir l'ensemble de l'humanité. Et pourquoi? Oui, cet homme-là, qui est en fait l'interface de celui-ci, curieusement, il s'appelle la nouvelle liberté, parce que c'est un homme, la nouvelle liberté. Alors que celle qui est aux États-Unis, c'est le monument de la liberté. Troublante coïncidence. Bon, on en revient à l'origine judéo-chrétienne du droit. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une inscription omniprésente de la loi dans toute la nature. Et je me suis amusé à observer la fleur du tournesol. Curieusement, la fleur du tournesol comporte, je posais la question ici, pourquoi les graines du tournesol forment-elles 21 courbes dans ce sens et 34 dans l'autre? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces deux chiffres, vous allez les retrouver effectivement dans la constitution mathématique de la loi. Les deux chiffres-là, retenez-les bien, 34 et 21. Donc, ils sont dans la fleur de tournesol pour marquer l'omniprésence de la loi dans toute la nature. Pourquoi est-ce que la dimension entre là et là correspond au nombre d'or? Pour nous tous, hein, pour vous, pour n'importe qui, c'est pareil. Pourquoi est-ce que c'est dans-ci avec l'autre, le rapport, le nombre d'or? Bon, nombre d'or, c'est très scientifique. Mais pour ceux qui ont l'esprit très ouvert, vous parlerons de la proportion divine. Qu'est-ce que Dieu vient faire là? Et comme si un artiste, Dieu est un artiste. Tout fait de manière précise. C'est nous qui venons avec notre désordre pour provoquer le désordre climatique. Bon, enfin, c'est notre problème. Voilà. Alors, vous avez sur... Excusez-moi, j'espère que je n'ai pas sauté. Ah oui, voilà. Quand vous prenez la ménorah de Moïse, nous la verrons plus bas, la ménorah de Moïse, le chandelier à 7 branches. Vous allez vous rendre compte que sur la partie gauche du chandelier, vous avez 3 calices avec des pommes et fleurs sur 3 branches. Et tout ça qui donne 9 calices, 9 pommes et 9 fleurs. Le total fait 27. Ensuite, sur la tige du chandelier, vous avez 4 calices avec pommes et fleurs à l'intersection des 6 branches du chandelier qui donnent 4 calices, 4 pommes et 4 fleurs. Ça donne 12 éléments. Enfin, sur la partie droite, vous avez 3 calices avec pommes et fleurs sur 3 branches qui donnent 9 calices, 9 pommes et 9 fleurs. Ça fait 27 plus 12 plus 27, ça fait 66. Et la Bible a 66 livres. Il y a 66 livres dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Même là aussi, Dieu a travaillé pour que ce soit comme ça. Or, avec les 66 livres de la Bible, vous pouvez jouer avec ces éléments pour la construction, mais de tous les éléments dans la nature, ça problème. Voici la géométrie. Enfin, on va voir ça et une explication un peu plus bas. Alors, quand vous prenez
les 66 livres de la Bible, vous les confrontez au premier algorithme, en fait, la première suite de Fibonacci, qui est de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Et rappelez-vous, on venait de parler de 21 et 34 sur la fleur de tournesol. Voici 21 et 34 dans la suite de Fibonacci. Or, quand vous confrontez justement cette suite de Fibonacci aux 66 livres de la Bible, ça fait que vous allez placer, vous prenez 1, 1, 2, 3, le 4 là doit être ici, entre 3 et 4. Et entre 5 et 8, vous mettez 6 et 7. Et entre 8 et 13, vous mettez 9, 10, 11, 12. Et entre 13, 17, 18, 19, 20. Et entre 21 et 34, vous mettez 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Entre 34 et 55, vous mettez 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54. Et au-delà de 55, vous avez 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Je m'arrête à 65. Pourquoi? Parce que quand je fais le total, vous voyez, il y a 1, 2 fois. Et les physiciens connaissent bien ça. Pourquoi y a-t-il toujours quelque chose avant que nous ne commencions? Il y a toujours quelqu'un là qui vous a précédé en tout. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire où il dira que je suis le premier à avoir fait quelque chose. Non, vous commencez une chose, il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait ça. Alors, ça fait 1, 2 fois. Quand vous totalisez, ça va vous donner 66. Donc, vous vous retrouvez aux 66 éléments qu'il y a dans la Bible, aux 66 éléments qu'il y a sur la ménorah de Moïse, et vous verrez, j'insiste sur Moïse, parce que vous allez voir ce que ça va donner. Parce que, je vous ai montré plus haut, il y a 21 et 34. Retenez que de Jésus-Christ à aujourd'hui, ça fait 21 siècles. De Moïse à nous aujourd'hui, ça fait 34 siècles. Bizarre. Et tout ça inscrit sur une fleur de tournesol. C'est devenu fou. Maintenant, il reste le 55 là. On va voir ça. C'est ça la recherche scientifique. Il faut chercher. Il faut avoir des réponses à tout. Ok. Voilà la ménorah de Moïse. Donc, tous ces éléments-ci, quand vous les comptez, c'est ça qui fait 66. Or, sur la ménorah de Moïse, ne vous égarez pas. Nous sommes en droit et nous faisons de l'art du droit. Comme ça, ceux qui m'entendent et qui font un autre droit, c'est à eux-mêmes de se situer, de savoir là où ils doivent se mettre. Le vrai droit, c'est ici. Et là, le vrai, c'est ici. Voilà. Alors, vous pouvez mettre sur la ménorah de Moïse, non seulement les 7 âges de l'Église qui sont dans la Bible, qui enseignent toute la Bible, l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie, l'âge de la Odyssée, les 7 âges. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi mettre sur la même ménorah de Moïse toutes les qualités qu'on retrouve sur l'être primordial qui est dans Ézéchiel 1, qu'on appelle l'Adam Kadmon. Qui a quoi? Qui a, je le prends, commençons par ici, par le bas, le royaume, la fondation, la beauté dans la nature, la connaissance, ensuite
l'éternité, la miséricorde, la sagesse, la couronne, l'intelligence, la force et la réverbération. Or, tout ça résume le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation, le monde de l'action et des éléments où nous sommes. Et curieusement, la même Bible, je vous ai dit que le Cameroun devrait être le berceau de l'humanité. Les régions du Cameroun sont à 10. Il y a 10 régions dans le Cameroun. Et vous savez les placer sur la menorah de Moïse. La province du sud-ouest, la région du sud-ouest, la région du nord-ouest, la région d'Adamawa, la région de l'extrême nord, la région du nord, la région de l'est, la région du sud, la région du centre, la région du littoral, qui correspond à la fondation, donc à Douala précisément, et ensuite, enfin plutôt, la région de l'ouest. Donc, petit à petit, je commence à faire une démarche de la correspondance qu'il y a à la fois dans la nature physique, dans la nature métaphysique, ramener tout ça à l'espace camerounais, le Cameroun, retenons-le, qui est un triangle et un triangle parfait, qu'on appelle aussi un triangle d'or, c'est-à-dire un triangle de 72 degrés. Voilà. La stylisation de la forme du Cameroun. Pourquoi est-ce que je m'attarde sur le Cameroun alors que moi je suis congolais? Je suis désormais tombé amoureux du Cameroun parce qu'il n'y a aucun autre pays au monde qui soit comme ce pays-là, que les Camerounais l'entendent. Mais ils ont un bijou, mais ils en font, je ne sais pas, n'importe quoi. Ils ont un bijou. Pythagore, je sais vous le démontrer que Pythagore a rêvé de voir un pays comme ça, mais il n'a pas vu ce qu'il appelle la tétrade sacrée. C'est vraiment le Cameroun. Les théosophes ont rêvé de voir le Cameroun, qu'ils appellent la maison de vie. Ils n'ont pas vu ça. Mais nous sommes là, nous voyons le Cameroun, mais nous jouons avec. Nous voyons cette Afrique, mais nous jouons avec. Nous ne devrions pas jouer avec l'Afrique. La géométrie fractale du Cameroun. Comment partir d'un triangle en opérant les fractales, c'est des mathématiques et de la géométrie mélangée, comme ça, pour arriver au Cameroun qui a des formes, les côtes échancrées et tout ça. Comment est-ce qu'on arrive là? Toujours les fractales. Et là, je commence à procéder à éclater de plus petit en plus petit. Voilà. Voilà les fractales appliquées. D'abord, on a le Cameroun. Et vous voyez, ce triangle d'en haut a l'air d'être détaché de la grande base d'en bas. Or, je m'amuse à ramener ce triangle camerounais au triangle parfait. Et là, la date de la fête nationale du Cameroun m'aide à le faire avec les fractales, bien sûr, comme là. J'applique les fractales au Cameroun. Selon un mode mathématique qui est bien calculé, ce n'est pas des rêveries, c'est vraiment calculé. Et mon procédé est un procédé qui relève de la divine proportion ou du nombre d'or. On retient, la loi est inscrite dans toute la nature. Il faut repérer qui fait ça dans la nature. Il y a quelqu'un. Il faut repérer cette personne-là et arriver à engager un discours interactif avec cette personne-là. Parce qu'il ne peut pas faire tout ça et puis il se tient tranquille. Non, non. Il faut l'interroger, il faut parler avec lui. Et c'est là la mission de tout scientifique.
Si votre science ne vous amène pas à parler avec celui qui a fait tout ça et qui a dessiné le Cameroun et qui a dessiné cette belle Afrique, c'est que vous avez raté. Voilà. Or, quand vous prenez le Cameroun dans ses considérations, vous savez le ramener à toute la Bible. Nous avons vu, avec les 66 livres de la Bible, on entre dedans, on arrive à ceci. Or, ces éléments, si vous les retrouvez dans 1 Pierre, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la bonté, et puis plus haut, l'amour. Et dans l'amour, on retrouve cet être primordial. Celui dont j'ai parlé un peu plus haut avec ses qualités, réverbération, fondation, royaume, beauté, intelligence, miséricorde, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cet homme-là est carrément dessiné comme le Cameroun. En fait, c'est lui qui a dessiné le Cameroun. Le Cameroun, c'est la propriété de quelqu'un. Pas la propriété des Camerounais. Il devrait se méfier, il devrait faire attention. C'est la propriété de quelqu'un. Voilà. Et quand vous arrivez justement à Yaoundé, vous avez cette spirale logarithmique. Et cette spirale logarithmique, quand vous comptez là, du premier niveau jusque-là, ça fait 7. Comme les 7 éléments de la Bible, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, jusqu'à la bonté fraternelle. Il y a tout ça ici. De telle manière que quand vous arrivez ici au sommet, vous retrouvez l'amour que nous avons vu plus haut. Or, là, nous sommes à Yaoundé, donc nous sommes partis de Douala à Yaoundé, et à Yaoundé, vous retrouvez que c'est l'une des villes comme Rome qui est située sur 7 collines, comme les 7 éléments de Pierre là. Et les 7 collines de Yaoundé sont Akongo, Messa, Bangolo, Fébé, Dindan, Yeye, Ngolondon. Et ce monument est à Yaoundé, tout le monde peut aller le voir. Voilà. Et la date du Cameroun, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 20 mai 72. Or, vous pouvez prendre tout ça, vous les transférez en géométrie, et vous allez vous rendre compte que l'ensemble du Cameroun, qui est pour moi le berceau de l'humanité, et donc l'ensemble du monde, l'ensemble de l'humanité est organisé autour de cet être primordial. Ça rappelle quelqu'un quelque part comme ça, il faisait quoi comme ça là? Comme ça là. Ça rappelle quelqu'un et tout le monde le connaît. Je n'ai pas besoin de citer son nom, tout le monde le connaît. Donc, l'humanité tout entière est organisée autour de cet homme-là. On appelle ça ou le Pantalpha, ou l'Adam Kadmon, ou la loi primordiale. Donnez ça, tous les noms. Et vous savez, en mathématiques, chaque fois que vous voulez le signifier en mathématiques, vous mettez toujours racine carrée de 5. C'est cet être primordial-là. C'est celui-là. Donc il y a quelqu'un qui fait tout ça. Ce n'est pas comme certains scientifiques disent que c'est le fait d'un hasard. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas par hasard que j'ai rencontré la professeure Noumosa Makoubou. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Je ne suis pas ici par hasard. Voilà. Finalement, vous retrouvez avec la fameuse tétratrice de Pythagore, avec les fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retrouve les facultés de l'homme qu'on a vues au départ. Or, les 4 ici correspondent aux 4 aires culturelles du Cameroun, qui correspondent aux 4 aires culturelles de l'humanité. Donc, l'humanité est organisée autour du Cameroun. L'ère africaine animiste, l'ère
occidentale chrétienne, l'ère arabe musulmane et l'ère asiatique confucéenne. Voilà les quatre qui structurent le monde. Comme le Cameroun avec ses quatre ères, l'ère Sawa, l'ère Bantou-Baoui, l'ère soudano-sahélienne et l'ère Grassfield. Vous retrouvez tout ça au Cameroun. Et donc, en unissant les centres des faces d'un Nico-Sahel, donc de 20, le 20 qu'on vient de voir là, on obtient un dodécaèdre, c'est-à-dire 12. Or, le monument que nous avons vu plus haut, la Nouvelle Liberté qui est à Douala, c'est un monument qui est le symbolique du dodécaèdre. Parce que l'artiste, qui a fait ça, a mis 12 ans pour le faire, et cette œuvre mesure 12 mètres. Moi et l'artiste, nous ne nous étions pas concertés. Je suis allé sur place, j'ai évalué, je lui ai demandé, mais non, 12, c'est que lui. Voilà. Bon. En unissant les centres des faces d'un dodécaèdre de ces 12-là, on obtient un nico-sahèdre. Donc, tu es dans le 20, tu réunis les centres, tu te retrouves dans 12, tu es dans le 12, tu réunis les centres, tu te retrouves dans l'ico-sahèdre. C'est bizarre. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Mais ça veut dire que moi et le plus tard il se trahit, il dit moi et le Père nous sommes un. Donc je suis le Père. Tout ça est toujours codé. Voilà. Il faut décoder ça. Voilà ça, les deux là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde dans le Cameroun et le Cameroun dans le monde. Tic! Croisé. Et tout ça est évalué mathématiquement. Enfin, je n'étais pas mathématique à la base, mais j'aime tellement ce que je fais. Je ne sais pas, je suis fou. J'aime tellement ce que je fais que je ne peux pas m'arrêter. Même les mathématiques, je suis entré dedans, oui, c'était très compliqué. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'ai rencontré un ami à Bruxelles avec qui je discutais du droit, que j'aime beaucoup. Il me dit, mais tu as une pensée tellement structurée en droit, c'est comme les mathématiques. Non, je vais te donner un livre là de mathématiques, tu vas voir. Parce que ces mathématiques-là sont structurées comme ta pensée. Et c'est comme ça que je suis entré dans les mathématiques. Le triangle d'or camerounais. Toujours le Cameroun, et encore le Cameroun, et toujours le Cameroun. Voilà. Comment est-ce que je le trace? À partir des 10 régions du Cameroun qui correspondent au décalogue, aux 10 lois. Je parlais tout à l'heure de la loi de Moïse. Donc vous prenez le Cameroun avec ces 10 régions, vous prenez la loi talmudique ou la loi mosaïque avec ces 10 principes, et vous prenez les suites de Fibonacci, il y en a toujours 10, vous voyez? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ça fait 150, 143. 143, ça fera 11 fois 13. C'est l'horizontale qui est la stabilité synchronique. Écoutez bien ça, stabilité synchronique. Ensuite, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1797, ça fait 4147, ça fera 11 fois 377, ça donne le dynamisme diachronique. Mais alors, mon Dieu, mais toutes les sciences que vous pouvez vous imaginer sont structurées suivant ces deux termes, la stabilité synchronique et le dynamisme diachronique. Et ça me fait penser à quelqu'un. Pourquoi c'est toujours ça? Un être qui structure tout, rien ne lui échappe. Tic, tic. Ok, non, peut-être que c'est ici, je vais vérifier là-bas. Tu arrives là-bas, tu commences à faire des vérifications. Après un moment donné, tic, tic. Oh, non, mais je vais essayer. Tu arrives là-bas,
il est partout. Oui, il est partout. Toutes les sciences sont structurées comme ça. Vous prenez quoi? La biologie de la reproduction, l'ovule femelle, stabilité synchronique. L'ovule femelle ne se déplace pas. Le médecin peut bien le témoigner. N'est-ce pas? Ensuite, le dynamisme diachronique, la semence mâle. C'est la semence mâle qui va vers l'ovule. C'est la semence mâle qui bouge. C'est ça, le dynamisme diachronique. Voilà, dans la biologie de la reproduction. Vous prenez les mathématiques, l'ordonnée, l'abscisse et l'ordonnée et tout ça. Vous prenez l'économie, c'est toujours l'équilibre entre le passif et l'actif. Vous prenez, qu'est-ce que vous pouvez prendre? La physique même, c'est toujours l'harmonie entre le moins et le plus. Mais dans toute la nature. Or, tous ces éléments-là, quand vous confrontez ce décalogue au décalogue aux 10 régions du Cameroun, vous en arrivez à cette géométrie-là et vous pouvez tracer une spirale logarithmique qui tombe pile poil sur Douala. Voici, on est arrivé au même résultat que les Arabes. On est à Douala, Douala, la cité de Dieu. Donc, par notre schéma, j'ai pu reconstituer le calcul qu'avaient fait les Arabes et pourtant je n'étais pas là avec eux. J'ai eu mon schéma à moi qui m'a mené au même résultat. Dès que vous avez Douala comme ça, écoutez, ça va aller dans tous les sens. Le judéo-chrétien, la stylisation du droit, de la pensée et du triangle nord-camerounais. Bon, là j'ai tout dit. Tout est réuni. Tout est désormais réuni. Science et religion font de nouveau bon ménage. On ne nous dise pas que non, la religion c'est pour les gens idiots. Non, la religion c'est pour les gens intelligents. Si tu fais ta religion et qu'il n'y a pas la science dedans, il y a un problème. Si tu fais ta science, il n'y a pas de religion dedans, tu as un problème. Religion et science vont ensemble. Voilà. De nouveau, la géométrie des fractales. Je vais de nouveau refaire le triangle camerounais. Et là, la spirale est lancée. 1, 2, 3, 4, 5. Ça continue. Même Michel-Ange a utilisé le même procédé que moi. Donc, bien sûr, mais là, on va dire non, c'est pas qui a copié à Michel-Ange parce que. Non, plutôt Léonard de Vinci. C'est toi qui as copié à Léonard de Vinci parce que lui, il a vécu avant toi. Mais il y a quelque chose que moi j'ai, que lui n'avait pas. Or, lui, quand il applique le même calcul sur la scène, le dernier repas de Christ, ben son calcul tombe pile poil sur Christ. Pile poil. J'aime bien les artistes. Voilà. Même dans la Joconde ou la Mona Lisa, même calcul, tic, pareil, dans la scène reprise autrement, tic, sur la même personne, toujours. Et ça, maintenant, même dans les constructions, le Parthénon en Grèce, là c'est une cité la cité Heinz Galinski, comme ça doit être en Amérique du Sud. Et là c'est l'immeuble des Nations Unies à New York, qui comporte 3 rectangles d'or, le même calcul appliqué à la construction. On a dit que si on devait appliquer ce calcul-là, un peu à la science ou au droit comme je le fais, si on devait l'appliquer partout, je crois qu'on se départirait du germe de la violence. Bon, ça c'est le palais royal que les Allemands, les Allemands, le palais du roi que les Allemands avaient pendu à Douala. Donc là aussi, la fondation de Douala
c'est fait sur le meurtre d'un roi, comme on appelle en anthropologie, le meurtre fondateur. Voilà. La même chose, tac, tac, voilà. Le triangle camerounais ou triangle de Pascal est la suite de Fibonacci. J'aurais mis tout ça. Voilà. Ça, c'est le triangle de Pascal. Le calcul qui aide à y arriver, quand je le spatialise, « 21, 31. » Bon, là, je fais un peu de la provocation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu, tout est structuré autour de ce triangle-là. 21, 34 et puis 55. Je venais de vous dire tout à l'heure là que de Christ à nous, ça fait 21 siècles. De Moïse à nous, ça fait 34 siècles. Il reste 55. Il n'y a pas de hasard. Le jour où j'ai fait cette exposition inédite à Douala et que j'établis tout ce calcul, c'était en 2015, j'avais 55 ans. Et c'est les 55 là qui sont ici. 21, 34, 55. Donc quand vous faites la science, vous devez vous inscrire dans ce que vous faites. Sinon ça n'a pas de vie, il y a un problème. On doit être dans ce qu'on fait. Architecture parfaite ou loi parfaite, ça revient au même. C'est ça? De nouveau, celui qui ordonne tout et qui ressort tout le temps. Voilà. L'homme de Vitus de Léonard de Vinci. L'homme aux proportions parfaites. L'homme aux proportions parfaites. Il y a un scientifique américain qui a fait des prélèvements dans la tombe du Christ à Jérusalem et qui allait faire ça en laboratoire. Il a vérifié. Il trouve que c'est bizarre. Mais ce sont là que 23 chromosomes. L'être humain devrait en avoir 46. Alors les scientifiques israéliens me demandent, le sang là, vous l'avez pris où? Parce qu'un être avec comme ça, avec 23 chromosomes là, il ne peut pas naître et vivre. Or, là, on voit que cet être a même grandi normalement. C'est là que le scientifique américain leur dit, mais c'est le sang de votre Messie. Ah bon? Donc, ça revient, ça corrobore ce que la Bible dit, que c'était une conception virginale de Marie. Ce monsieur-là n'avait pas un père humain. C'est pour cela qu'il n'a pas la partie des chromosomes humains. En fait, du côté de son père. Il n'y a rien. Il n'a que 23 chromosomes comme un dit non. Or, lui, il a grandi, mais il n'avait que 23 chromosomes. Comme pour dire, mais la partie restante là, c'est ce que le Coran dit. Écoutez-moi bien, le Coran dit dans la sourate 19, Myriam ou Mariam a accouché d'un enfant pur. C'est ça, même le Coran témoigne que Jésus-Christ est Dieu. Je peux vous le prouver dans les Védas, les textes bouddhistes. C'est prouvé partout là-bas et c'est scientifique. Et là, nous avons la pyramide et ses différentes composantes. Et nous avons ici la chambre souterraine, qu'on appelle aussi la chambre du chaos. Ensuite, la chambre de la reine. Et enfin, la chambre du roi. Ce sont les structures principales de la pyramide. Or, par le calcul que moi je fais et par certains éléments qui sont sur place au Cameroun, vous savez identifier ou bien faire correspondre Douala à la chambre du chaos, la chambre du chaos, l'endroit où cet être surnaturel qu'on appellera roi plus tard est mis à mort. C'est effectivement à Douala qu'on trouve le pharmacos africain, l'être géant là. Celui qu'on expulse de la cité, comme Christ amené au bois du calvaire. Ensuite, vous avez Yaoundé,
où se trouve la chambre de la reine, les 7 collines qui sont les 7 âges de l'église, et enfin vous avez plus haut la chambre du roi, qui est en fait Maroua au Cameroun. Et Maroua était autrefois appelée la ville lumière. Or, c'est effectivement la lumière ne peut venir que du roi, ne peut venir que de ce soleil qui brille sur le monde. Et ces éléments-là, vous les retrouvez structurés comme ceci au Cameroun. Mais curieusement, on retrouve les mêmes éléments sur le fameux billet de dollars américain. Alors, qui dit vrai? Les Américains ou moi sur le Cameroun? Ben, ce sera à vérifier. Oui, ben, on va voir qui dit vrai. Hein? Parce que voilà, c'est le billet du dollar américain. Ce même triangle-là. Qui dit vrai? Je laisse la question en suspens. Là, alors, on en arrive au résumé, en fait, de tout ce que j'ai dit. Si mon bavardage vous a un peu soufflé, avec cette image qui est en fait la table du jeu que j'ai inventé, le roi sacré africain, le jeu de droit du XXIe siècle, parce que jusque-là, je continue de faire du droit et du vrai droit. Vous avez au sein de la table de jeu un masque. Encore l'artiste. Un masque. Le masque royal qu'on retrouve au Ghana. C'est le peuple Akan. Quand vous regardez ce masque royal, il est effectivement structuré. Il est effectivement structuré, ce masque royal est effectivement structuré comme le cercle externe de la table de jeu. Parce que quand vous regardez sur la table de jeu, vous avez les 7 âges de l'église, de là à là, ça fait 7, d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, ça fait 7. Et quand vous regardez autour du cou du masque, il y a des ornements qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Bon, et quand nous revenons sur le cercle externe du jeu, nous avons les 5 manifestations de la loi. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand vous regardez sur le masque, sur le symbole même de la royauté, vous avez comme ornement 1, 2, 3, 4, 5. Bizarre. Les Akans africains avaient déjà trouvé ça. Et on dit que non, non, la religion chrétienne, elle est occidentale, non, c'est pas pour les Africains. Les Akans avaient déjà trouvé ça. Dites-moi. Les Akans avaient déjà trouvé ça. Donc, sur ce continent, il a toujours existé des Africains très intelligents. C'est pas parce qu'ils se taisent. Très intelligents. Enfin, j'arrive. Je vais terminer par l'Afrique du Sud. Voilà. Et tout le jeu est structuré comme ça. Vous entrez dans ce jeu, vous ne jouez pas pour jouer, vous jouez pour, comme pour, je dis, jouer, cogiter et créer sans limitation. Voilà le chemin montré à l'Afrique. Tous les Africains devraient être des créateurs, pas des gens qui courent après les postes. Dès qu'on nomme quelqu'un, non, on m'a donné quel poste? Ah, il n'y a même pas un budget à gérer. Tout le monde est devenu voleur. Un vrai Africain doit créer la richesse. Si vous êtes Africain, vous ne créez pas de richesse, vous avez un problème.
Puis on a même des chefs d'État qui voient. Bon, c'est scandaleux, un chef d'État qui voit. Non, je ne comprends pas. Un chef d'État qui voit. Bon, non. Alors voilà la pensée africaine à promouvoir, de l'Africain digne et fier. Voilà, c'est tout. Et c'est ce jeu-là. Et vous entrez dedans, vous passez de la chambre du chaos, donc vous partez de Douala pour Mango. En fait, vous partez de cette existence éphémère, vous devez entrer dans l'immortalité. Vous devez entrer dans l'immortalité. Tout Africain devrait avoir une vie missionnaire. Vous avez une mission à accomplir. Et c'est là que je termine. Vous avez le plus grand missionnaire pour ces temps modernes, Nelson Mandela. Bon Dieu. Viens d'évoquer son nom. Mandela. Il n'y en a pas de. Tous les Africains devraient être comme ce monsieur-là. Une vie de mission. Dès qu'il a fini sa mission, il n'a même pas besoin de rester chef d'État. Il dit, je m'en vais, ne m'appelez même pas. Si j'ai besoin de vous, moi je vous appellerai. Mais vous ne cherchez pas mon numéro de téléphone. Un Africain digne. Oh, j'aurais aimé le rencontrer de son vivant. Un Africain digne et fier. Il n'y a pas besoin de rester chef d'État. Non. Il a fini sa mission. Tout Africain qui aurait cet esprit-là s'inscrire dans une autre logique. Pas vivre pour voler, pour tuer, pour... Bon Dieu. On n'a pas besoin de ça. Vous rassurerez même les Blancs là qui ont peur. Parce que les Blancs sud-africains devraient comprendre qu'ils ne sont pas ici en Afrique du Sud par hasard et qu'ils sont aussi effectivement devenus Africains à part entière que nous. Parce que eux, même comme ils ont la peau blanche, leur âme est désormais une âme africaine. Ce sont mes frères. Il ne devrait pas y avoir de guerre inutile. Non, on va les arracher. On va trouver un modus vivendi et tout ça. La leçon de Nelson Mandela continue. Mais ce monsieur-là est entré dans l'éternité. Il a appelé tout le monde. Il a dit que regardez ma vie. Copiez si vous pouvez. C'est tout. Mais on en reste là. M'enfant. Je crois devoir m'arrêter là et espérer que vous me soutiendrez dans cette œuvre-là. Parce que ce jeu-là, on va le traduire en anglais, en chinois, en arabe, en espagnol, en russe, pour qu'on le vende à travers le monde entier, pour que nous aussi, nous, Africains, nous fassions connaître notre pensée qui n'a rien à envier à la pensée américaine, à la pensée européenne, à la pensée chinoise. Non. Je suis fier d'être africain et je le crierai haut et fort. Et que si l'histoire était à recommencer, je mettrais africain et j'en suis fier. Donc vous voyez, Mandela, même son nom. En Inde, on parle de mandala. Au Japon, on parle de mandra. Le même nom. Vous voulez la dire Mandela? C'est effectivement la réalisation physique de cette pensée-là. Le mandala, là, au milieu, là. Vous arrivez là, vous êtes entré dans le mandala. Vous entrez dans ce jeu, vous êtes entré dans le Mandela. Si vous entrez dans ce jeu, vous en ressortez, vous n'êtes pas comme Mandela, vous avez un problème. Et pour terminer, cet endroit-là, qu'on appelle aussi la maison de vie, le Mandala, le Mandela, c'est le même endroit que les esclaves africains appellent aussi le Moutama. Un arbre, l'arbre de vie, qui était autrefois au jardin d'Éden. Comme par hasard, moi aussi je m'appelle Moutama. C'est peut-être pour ça que je fais tout ça. Moutama. Donc le nom. Ne donnez pas à vos enfants des noms au hasard, parce que vous allez leur coller un truc terrible. Il faut donner des noms qui en renvoient à quelque chose. Mandela. Rien qu'à prononcer Mandela, j'ai des frissons. Bon, je vais exagérer, rien qu'à prononcer Moutama, j'ai aussi des frissons. Je m'appelle comme ça, voilà. Merci.